Alors, nous allons commencer. Alors, bonjour et bienvenue au webinaire Mourir à domicile ou ailleurs pour les soins de fin de vie, les mythes en soins palliatifs, présenté par Marie-Amandine Sautier, travailleuse sociale à la Fondation québécoise du cancer, et Emmanuelle Lemenu, infirmière clinicienne de notre partenaire Nova Soins à domicile et formatrice pour le programme de mentorat en soins palliatifs à domicile Croix-Bleue du Québec. La mission de la Fondation québécoise du cancer est de soutenir au quotidien les personnes touchées par un cancer sur l'ensemble du territoire du Québec par des services concrets adaptés à leurs besoins. Et Nova à soins à domicile est un organisme communautaire sans but lucratif dont la mission est de fournir des soins à domicile personnalisés de haute qualité et prodigués avec compassion aux personnes malades et en fin de vie, ainsi qu'aux proches qui les soutiennent. Alors, sans attendre, je cède la parole à ma collègue Marie-Amandine. Allô tout le monde! Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Dans le fond, on va se partager un petit peu la tâche avec Emmanuelle, justement pour la présentation d'aujourd'hui. Moi, ça me fait super plaisir de pouvoir collaborer avec Emmanuelle. Dans le fond, la présentation, on l'a gardée le plus simple possible. Vous allez voir, on va avoir besoin de vous aussi pour pouvoir la rendre plus vivante. Mais en fait, on va commencer quand même par des définitions. Je pense que c'est important de partir de la base là, sur les définitions dans le monde des soins palliatifs pour qu'après ça, on puisse s'entendre un peu sur la même chose. On va vous parler de ce que c'est et de ce que ça prend pour mourir ailleurs qu'à la maison. On va vous parler de ce que c'est de mourir à la maison. On va vous présenter aussi, on a la chance, le privilège d'avoir 3 témoignages de 3 personnes différentes qui ont été des proches, qui ont accompagné quelqu'un qui est mort dans différents endroits, d'ailleurs qu'on va démystifier ensemble. Puis à la fin, on va laisser du temps pour une période de discussion, de questions, de commentaires aussi. Ça va nous faire plaisir de pouvoir être là pour vous. Tu peux passer à la diapo suivante. Ni Emmanuelle ni moi, on a de conflit d'intérêt à déclarer pour la présentation. Donc, on va essayer quelque chose qu'on n'a pas essayé souvent en webinaire. On va commencer par vous. Je pense que le plus facile, ça va être dans le chat parce que là, vos micros, vos caméras sont désactivées, là, donc on va les garder comme ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent se lancer? À savoir, c'est quoi les avantages, selon vous, les inconvénients de mourir chez soi ou de mourir ailleurs qu'à la maison? Si je dis rien, c'est parce que j'attends de voir s'il y a du monde qui va écrire un peu, c'est correct. On prend le temps. Laure qui dit chez soi avec la famille. Tu les vois les commentaires, Emmanuel? Parfait. Sécurisant. Il y a du monde qui est en train d'écrire. C'est bon, ça a marché! Donc, Laure qui nous dit mourir chez soi, avec la famille, sécurisant, personnalisé aussi. Il y a du monde qui écrivent. Ça marche, je suis contente. Dominique qui nous dit pas de ressources 24 heures sur 24 sur des professionnels de la santé. Donc, j'imagine que Dominique, tu veux parler des gens qui décèdent à la maison. Il y a Marie-Ève qui nous dit mourir dans un environnement connu, avec des visages connus, favorisant possiblement un certain lâcher-prise pour un départ en douceur. Intéressant. La sérénité aussi qui est nommée. Puis, on a Dominique qui complète en fait adaptation de la famille, de voir les changements en fin de vie à domicile. Mais ça touche pas mal à ce qu'on va discuter aujourd'hui, je pense, Emmanuel, hein?
Mhm. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à la diapo suivante. Merci pour les beaux commentaires. Puis on va pouvoir... je vais passer la parole en fait à Emmanuel pour les définitions. Donc, en gros, on va commencer par mettre la table, savoir de quoi on parle exactement. Donc, définir les soins palliatifs, les soins de fin de vie, la sédation palliative, puis l'aide médicale à mourir. Un peu le but, c'est de s'entendre sur les termes, là, comme ça, on sait un peu plus où est-ce qu'on va. Les soins palliatifs, dans le fond, ce sont des soins qui devraient être offerts à tout malade qui a une maladie qui est potentiellement mortelle, mais ce n'est pas nécessairement qu'ils vont décéder prochainement. Puis l'objectif des soins palliatifs, c'est de pallier aux signes et symptômes de la maladie. Donc, souvent, on pense à douleur, on peut penser à difficulté à respirer, à nausées. Donc, dans les soins palliatifs, malheureusement, on arrive souvent trop tard. On aimerait que d'emblée, en soins palliatifs, il y ait une référence qui soit faite auprès de ces professionnels-là, donc en l'occurrence des gens comme nous, comme les médecins en soins palliatifs, les équipes de soins palliatifs. Puis l'objectif de demander ces soins-là plus tôt, c'est que quand on a une maladie qui est potentiellement mortelle, ben, on a des gens qui sont spécialisés dans la gestion des symptômes. Donc, vous comprenez que c'est pas parce qu'on est en soins palliatifs qu'on est en fin de vie. Bien que malheureusement, souvent, la référence en soins palliatifs est faite un petit peu trop tard. Donc, souvent, des fois, on arrive à la fin, mais qu'on voudrait vraiment être là depuis le début, ou en tout cas rapidement dans le processus de soins. Et les soins de fin de vie, bien, souvent, c'est dans le même continuum hein, que les soins palliatifs. La maladie progresse au point où est-ce qu'il y a des soins de fin de vie. Donc, souvent, les gens pensent que la fin de vie, ça va être, ils vont mourir d'un arrêt cardiaque, hein, ou ils vont se coucher un soir, par exemple, puis ils ne se réveilleront pas le lendemain matin. On leur souhaite beaucoup aux patients, mais c'est malheureusement pas nous ce qu'on voit très souvent. Ce qu'on voit souvent, ben, c'est comme un déclin, hein, un lent déclin de l'état de la personne avec une augmentation là, des signes et symptômes de la maladie jusqu'à ce que la personne décède. Et c'est ça, dans le fond, les soins de fin de vie. Donc, je vous ai proposé un peu l'analogie de l'avion. C'est une analogie là, qui n'a pas été inventée par moi du tout, là, mais par ma mentor, en fait, qui l'a peut-être pris de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, elle me l'a passé, donc je vous en fais part aujourd'hui. Dans le fond, on considère en soins palliatifs et de fin de vie que notre patient, c'est comme un avion. Puis que notre objectif, c'est de faire voler l'avion. Avec un plan de vol, en fonction de la maladie qu'on a. On a une idée à peu près de combien de kérosène qu'on a dans l'avion, à peu près jusqu'où on peut aller. Donc, par exemple, on va se dire, on est capable de faire un vol Montréal-Paris, mettons. Puis là, ben, on fait un plan de vol, hein, on va regarder un peu c'est quoi les vents, hein, donc c'est quoi potentiellement les choses qui pourraient arriver comme complications. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir pour aider à avoir un beau vol, un vol calme, sans trop de turbulences? Dans le fond, tout ce qu'on souhaite, c'est que durant ce vol-là, qu'on puisse aviser quand c'est le temps d'attacher les ceintures, justement parce qu'il y a de la turbulence, qu'on puisse aviser s'il y a un changement de plan, puis qu'on doit atterrir plus tôt. Ou si, quand c'est le temps d'atterrir, justement, ben, qu'est-ce qu'on dit? Puis on aimerait ça, dans le fond, que durant tout le vol, ben, comme durant n'importe quel vol d'avion, ben, ça ne brasse pas trop, puis qu'on ait le mousseux puis les pretzels sortis tout le long, puis que le bar soit ouvert, puis que les personnes se promènent dans l'allée, puis qu'il n'y ait pas trop d'embûches. À la fin, ben, c'est de réussir l'atterrissage. Donc, c'est de réussir la mort pour que ça se fasse en douceur, que ça ne brasse pas trop. Donc, vous avez tous été en avion, en tout cas, la plupart d'entre vous, puis vous savez comment c'est quand les roues, dans le fond, se posent au sol. Tu sais, pendant longtemps, les Québécois étaient reconnus qu'on applaudissait. Mais dans le fond, c'est ça, c'est d'avoir un atterrissage qui se fait doucement, calmement, sans que ça brasse trop, puis que le décès ait lieu de façon soutenue, mais douce, puis que la personne puisse décéder. Donc, l'atterrissage, comme vous en déduisez, c'est le fait de mourir. Donc, il y a des gens, par contre, que eux, ils n'ont pas envie de se faire dire ben, attention, là, vous allez bientôt décéder. Donc, on va perdre de l'altitude, puis on va décéder. Donc, eux, les soins de fin de vie, ça ne les intéresse pas vraiment.
Eux, ils veulent faire leurs choses, puis être le plus autonome possible. Mais tout ce qui est la baisse d'altitude puis l'atterrissage, ça les intéresse pas de sentir ça, eux. Donc, eux autres, l'arrivée de Paris, là, eux autres, une fois qu'ils ont traversé l'Atlantique, ils sont comme, bon, ben moi, là, j'ai de la difficulté à me lever, j'ai de la difficulté à manger, je passe pas du temps de qualité, à mon avis, à moi, avec ma famille. Donc, je préférais ne pas sentir l'atterrissage. Eux, ils vont demander, par exemple, une sédation palliative. Ou est-ce que dans les 2, 3 dernières semaines de vie, qui sont généralement estimées par l'équipe professionnelle, là, on va dire, ben vous sentirez rien, donc on va vous endormir pour pas que vous sentiez ce qui arrive. On va vous mettre dans un coma jusqu'à ce que vous décédiez. Il y a des gens, par contre, qui, eux, ben, ils sont pas tellement intéressés que ça de se rendre à Paris. Puis eux, dans le fond, peu importe la quantité de kérosène dans l'avion, les autres, ils disent, moi, là, moi, c'est pour être comme ça, j'arrête ça maintenant. Fait qu'eux, dans le fond, leur vol, ils vont faire Montréal-Halifax, mais ils vont pas se rendre. Ils vont pas tenter de traverser l'Atlantique. Eux, ils vont demander l'aide médicale à mourir. Donc, vous voyez comment ces quatre, dans le fond, ces quatre, je ne sais pas si j'ai réussi à bien définir pour vous, mais le but, c'est d'espérer le mieux, de prévoir le pire, puis de s'assurer que tout ça se fasse dans la plus grande douceur possible. Ben, c'est tout pour moi. Il y a deux milieux importants à distinguer quand on parle de mourir ailleurs qu'à la maison. Il y a l'unité de soins palliatifs, puis il y a la maison de soins palliatifs. On trouvait très important de pouvoir vous les différencier aussi parce que c'est pas les mêmes endroits du tout. Il y a en fait 3 genres de catégories, tu sais, dans mourir quelque part, là. Il y a ailleurs qu'à la maison qui va se séparer en 2 ici, là. Donc, l'unité de soins palliatifs, on dit bien unité parce que généralement, c'est des endroits qui se trouvent dans des lieux du réseau de la santé. Donc, il y a les hôpitaux, les CHSLD, donc les centres d'hébergement de soins de longue durée, et les unités externes que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Dans les hôpitaux, il y a la possibilité d'avoir une unité complète, un étage réservé pour des soins palliatifs. Mais ce qui est fait aussi, c'est que les hôpitaux vont mélanger une unité de soins active, qu'on va dire, avec une unité de soins palliatifs. Donc, par exemple, on peut trouver des unités dans des hôpitaux où il y a des traitements de chimio, où il y a du post-opératoire, puis en même temps, il y a des soins palliatifs sur le même étage. Dans les CHSLD, il y a la possibilité que la personne soit dans sa chambre à elle, puis que les soins palliatifs soient donnés dans la chambre de la personne même. Mais il y a aussi la possibilité que les CHSLD ont des étages réservés de soins palliatifs aussi. Les unités externes qu'on a définies comme ça avec Emmanuel, je ne sais pas si c'est exactement le mot, mais c'est les centres de soins palliatifs, en fait, qui sont, j'ai comme exemple, à Montréal, on a le centre Notre-Dame de la Merci, puis on a le centre Marie-Clarac. Donc ça, c'est pas des maisons de soins palliatifs, c'est vraiment des centres de soins palliatifs, des unités à part. Elles sont financées par le réseau de la santé. Les critères d'admissibilité là, sont semblablement les mêmes quand on parle d'unités de soins palliatifs, mais c'est plutôt large, là. Dans le sens où il ne faut pas toujours être en soins de confort, il ne faut pas toujours être en niveau de soins aidés forcément. Il y a des fois où il y a certains soins qui sont acceptés ou pas. C'est à voir avec chaque milieu, à chaque fois on va vous dire ça, mais c'est à voir avec chaque milieu, c'est à poser la question avec chaque milieu, comment est-ce que ce milieu-là fonctionne. La grande différence, c'est que c'est des unités. Donc, on est dans un lit d'hôpital, on est avec du personnel 24/7. On est même quand c'est dans un CHSLD, ça ressemble quand même là, au niveau de la décoration, les cloches d'appel, etc. Ça ressemble à des unités d'hôpitaux. Les maisons de soins palliatifs, là, on change carrément je veux dire, de décor, là. Au Québec, il y a 37 maisons de soins palliatifs qui existent et là-dedans, il y en a 2 qui sont des maisons de soins palliatifs pédiatriques. Les maisons de soins palliatifs sont indépendantes là, des centres hospitaliers. Donc, elles sont financées par des dons, puis une partie aussi par le gouvernement. C'est pas des endroits qui sont dans le réseau de la santé, c'est des endroits qui sont à part. Donc, parce que c'est des endroits qui sont à part, il y a moins de place aussi. Les critères d'admissibilité sont donc plus stricts. C'est l'idée d'avoir une maison en dehors de la maison.
dans le fond, une maison de soins palliatifs. Donc, ce qui est important, c'est que le pronostic va être à établir avec la personne atteinte ou avec les proches aidants. Le pronostic est généralement demandé de moins de 3 mois. Ça peut changer. Il y en a que c'est moins, il y en a que c'est plus. Ça dépend des maisons. Le niveau de soins doit être à D. Donc, ça veut dire que ça doit être un niveau de soins qui est pour assurer le confort et pas pour prolonger la vie. Puis généralement, ces maisons-là, c'est une coordonnatrice ou un coordonnateur qui est là pour les admissions avec un comité d'admission aussi. Et le dossier de la personne va être évalué avant de pouvoir être admis. Donc, c'est un petit peu différent de l'unité de soins palliatifs où on peut aller directement depuis notre lit. On change de chambre, admettons, où on est admis là, directement. Ce qui est important de savoir, c'est que quand quelqu'un est à la maison en soins palliatifs, donc pas forcément en fin de vie, juste soins palliatifs à la maison, ces gens-là ont priorité sur les maisons de soins palliatifs et sur l'unité de soins palliatifs parce que quand ça ne va pas à la maison, les ressources sont moins grandes pour stabiliser la personne, donc les gens sont placés plus vite dans la maison ou dans l'unité de soins palliatifs. Ce qu'on retrouve en commun dans ces deux endroits-là, c'est la présence de quelqu'un 24/7. C'est vraiment ce qui différencie, je pense, en majeure partie la maison de mourir ailleurs qu'à la maison, c'est qu'il y a toujours du monde. Maintenant, quand on dit qu'il y a toujours du monde, ça peut être bien pour certaines personnes, puis ça peut être moins bien pour d'autres. Ben, l'intimité est un petit peu affectée quand même quand il y a du personnel 24/7. Donc, pour les couples, pour les jeunes familles, pour ce genre de choses-là, dans le fond, aujourd'hui, on vous présente les faits. C'est à vous de voir qu'est-ce qui est avantageux, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. C'est une réponse qui est vraiment à vous. L'intimité est là. La proximité aussi est là. Tu sais, à la maison, on est à la maison. C'est comme un peu le télétravail. On ne va pas très, très loin pour se rendre à son bureau, là, mais on ne va pas très, très loin pour se rendre à la chambre d'hôpital non plus. Là. Ben là, dans la maison de soins palliatifs ou l'unité de soins palliatifs, c'est pas forcément à côté de la maison. Donc ça, c'est un critère à prendre en considération aussi. Il n'y a pas d'heure de visite dans les... Oups! On a passé. Merci. Il n'y a pas d'heure de visite dans les milieux de soins palliatifs externes. Donc, ça reste que même si on est dans un hôpital, la personne peut visiter sans être limitée dans ses heures. Les proches aussi ont accès généralement à un lit à côté là, pour eux et ils ont accès à une cuisine là, pour pouvoir rester là. S'ils veulent rester 24/7, ils peuvent rester 24/7. Les animaux sont permis dans la majorité des unités ou des maisons de soins palliatifs et il y a même certains endroits qui les admettent plus que pour une visite, mais qui les admettent pour habiter avec eux. Ça dépend de l'état de la personne aussi, de comment elle est capable de s'en occuper. Les infirmières sont là pour la personne et non pour l'animal, mais il faut prendre ça en considération. Et un autre élément qui différencie de façon majeure la maison de ailleurs qu'à la maison, si je peux dire, c'est les installations puis les services qui sont adaptés. Là, on vous a mis une liste là, de ce qui existe. Ça ne veut pas dire que c'est là à chaque fois, mais ça se retrouve. Il y a des bains thérapeutiques là, dans les maisons de soins palliatifs, dans les unités aussi, certaines unités. Il y a de la musicothérapie, des fois de la zoothérapie, là, les gens qui viennent visiter avec leur animal de compagnie. Il y a des salles de son aussi, il y a de l'acupuncture, il y a de la massothérapie. Il y a des choses comme ça qui sont données qu'on ne retrouve pas à la maison, qu'on peut retrouver à la maison, mais des fois, c'est un peu plus difficile d'installer un bain thérapeutique, vous me direz. Là. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que avant d'aller choisir où on veut mourir, quand on peut avoir le choix, il faut se renseigner. Pour se renseigner sur les unités de soins palliatifs puis les maisons de soins palliatifs, ça ne sert à rien d'appeler à chaque maison. Vous allez vous épuiser, ce n'est pas ça l'objectif. Il y a des gens dans les hôpitaux qui sont là aussi pour ça. Là, je pense notamment aux travailleurs sociaux qui généralement vont faire les demandes d'admission pour les maisons de soins palliatifs ou des fois les infirmières pivots font les demandes aussi d'admission pour les soins palliatifs. Leur travail, c'est de vous renseigner justement sur ce qui existe, est-ce que ça c'est donné, est-ce que les animaux sont permis, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des choses à considérer. Tu peux passer à la diapo suivante, Laure. Donc, mourir à la maison maintenant. Souvent, c'est une question de choix. Parce que comme vous voyez, il n'y a pas d'obligation. Il y a d'autres endroits où est-ce qu'on peut le faire. On peut le faire en unité de soins palliatifs, on peut le faire à l'hôpital sur une unité régulière, quoique c'est vraiment pas souhaité. On peut le faire en maison de soins palliatifs, on peut le faire
Même en CHSLD, il y a des unités en soins palliatifs, donc on peut le faire partout. La question, c'est souvent ce qu'on va voir, c'est que ça va être clair pour le patient, sa famille, qui ne veut pas retourner à l'hôpital, puis qui ne veut même pas quitter la maison. Souvent, pour ces gens-là, quand ils ne veulent pas retourner à l'hôpital, de leur dire qu'il y a des maisons de soins palliatifs, ça ne les intéresse même pas. Donc, des fois, c'est vraiment une volonté de garder la personne dans ses choses à la maison, auprès de sa famille. Puis des fois, il y a une incompréhension par rapport à la gravité de la maladie. Donc, par exemple, disons un cancer ou mettons une insuffisance cardiaque. Donc, on va parler d'un cancer. Ben, les imageries, l'oncologue regarde ça, il va dire, ah, ben, tu sais, c'est 6 à 12 mois hein, de prognostic, une fois que les traitements ont cessé, mettons. Mais finalement, ça peut être moins que ça. Un des pendants qu'on a vu, un des désavantages qu'on a vu de la COVID, il y en a eu plusieurs, c'est qu'il y a eu beaucoup de consultations téléphoniques. Et puis, en soins palliatifs, c'est vraiment pas recommandé parce que il n'y a rien comme de voir le patient pour voir l'état dans lequel il est, pour être capable à même de constater son état. Puis au téléphone, les choses ne sont pas toujours dites, ça peut être rapide au téléphone. C'est pas tant une question de prendre des signes vitaux, là, c'est pas ça. C'est vraiment de pouvoir voir la personne, voir comment elle se déplace, voir la coloration. Il y a beaucoup de choses qu'on voit en personne qu'au téléphone, c'est moins adéquat. Puis il y a beaucoup de médecins qui ont comme consulté au téléphone. Puis là, ben, ils ne savent pas l'ampleur du déclin que la personne a connu. Donc, des fois, les gens, à ce moment-là, ben, ils vont se retrouver à la maison parce qu'ils n'ont comme pas vraiment eu le temps, ils n'ont pas vraiment eu la bonne information à l'effet qu'il allait moins bien. Puis ça, c'est sans compter que souvent, la demande pour les soins palliatifs, pour une personne en soins palliatifs, médecin et tout, est souvent retardée. Qu'est-ce qu'on a aussi en termes de, bon, ben, c'est quoi les bénéfices? Hein? Tantôt, on a vu beaucoup de bénéfices, c'est ça que vous avez beaucoup nommé, là, le fait d'être chez soi, d'être dans ses choses, de prendre le temps, le fait que, bon, ben, ça permet pour les infirmières, les médecins à domicile de répondre aux besoins, d'adapter tout le domicile aux besoins de la personne. Et puis, un des avantages aussi, c'est que ça permet aux proches de voir le déclin chez la personne. Donc, en voyant la personne perdre de la capacité de se déplacer, de l'intérêt pour la nourriture, dormir de plus en plus, s'affaiblir, ça fait en sorte qu'on comprend ce qui se passe. J'ai travaillé longtemps en maison de soins palliatifs, puis souvent les fins de semaine, j'étais une fin de semaine sur 2 notamment, puis les gens arrivaient le dimanche, puis là, ils n'avaient pas vu le proche depuis un mois, puis là, oh mon Dieu, il n'en revenait pas, ou même il revenait la semaine suivante, puis oh mon Dieu, il n'en revenait pas. Quand on est là au quotidien, on voit, des fois on est comme trop proche, donc on ne voit pas l'ampleur des changements, mais ça permet tout le moins de s'habituer à cet état-là de déclin. Le fait que les proches, bon, ils sont capables d'aider aussi, avoir l'impression qu'ils sont partie prenante, qu'ils vont vraiment aider. Donc, souvent, quand on arrive à ce point-là, c'est la fin d'une maladie qui a souvent pris beaucoup de temps puis qui a été dure sur le corps de la personne, mais aussi en termes d'investissement des proches, aller à l'hôpital, aller au rendez-vous, aller faire les traitements. Donc, il y a de ça. Souvent, ce qu'on va entendre, c'est la crainte d'être un fardeau. Que là, les gens vont dire, ah ben moi, je préfère pas, c'est ça, je trouve que c'est difficile, j'ai peur d'être un fardeau. J'ai peur que les gens trouvent ça lourd. Puis j'ai peur que les gens voient que je décline comme ça. Puis là, se rendre compte à quel point j'en perds. Puis les proches aussi, ben oui, ça permet de voir cette personne-là se dégrader, puis ça permet de se familiariser de plus en plus avec le concept qu'éventuellement la mort va arriver. Mais des fois, physiquement, c'est très dur pour eux, puis psychologiquement aussi. Et puis des fois, les personnes malades ne veulent pas nécessairement que d'autres personnes viennent aider. Hein?
Donc, par exemple, ce qu'on voit typiquement, là, c'est le conjoint, la conjointe qui s'occupe de tous les soins ou la fille qui s'occupe de tous les soins. Et là, la personne refuse d'avoir de l'aide au bain. Puis là, ben, l'aidant est comme, mais moi, je ne peux pas le laisser seul, je ne peux pas m'occuper du bain tout seul, mais là, ils ne veulent pas. Donc là, c'est la personne qui va constamment, l'aidant qui va constamment donner du temps, donner de l'énergie, puis qui peut-être elle-même va avoir de la difficulté à accepter de l'aide de l'extérieur. Donc, c'est pas facile. Moi, ce que je dis typiquement, c'est que si j'ai déjà des aidants qui sont épuisés, puis on est à 1 mois de la fin de vie, je leur dis, écoutez, si maintenant vous êtes épuisés, dans 1 mois, là, vous allez être vidés parce que les besoins augmentent. Il y a aussi des fois, ce qu'on peut voir, c'est la crainte de marquer la maison avec la mort, hein, de ne pas vouloir mourir dans la chambre, de ne pas vouloir comme laisser un fantôme, tu sais, ça dépend des croyances, là, mais il y a un peu de ça aussi. Donc, cette idée-là, un peu de ne pas vouloir teinter là, de malheur ou de mort là, un domicile. C'est important d'avoir un bon réseau de soutien. Tu sais, il y a des gens, moi j'ai déjà fait des fins de vie chez des gens qui étaient seuls, mais tu sais, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'est excessivement exigeant. C'est très stressant, puis la personne est vraiment seule alors qu'on sait que les besoins de la personne vont aller en augmentant. Donc, le fait d'être aidant, puis de contribuer à la fin de vie de quelqu'un à domicile, ça prend vraiment un don de soi. On s'est beaucoup occupé des gens qui sont en train de mourir, puis pour les proches aidants, là, c'est assez drainant. Comme on a dit tantôt, les besoins vont augmenter, tout ça. L'importance, comme on disait, d'accepter les services, d'adapter le logement, ça, c'est bien important. L'idée, dans le fond, reprenons l'idée de l'avion, dans le fond. Vous savez, quand on est en avion puis qu'on entend les consignes s'il se passe quelque chose, puis la cabine va être dépressurisée, on dit, ben vous mettez votre masque à oxygène avant de le mettre à la personne qui est en perte d'autonomie à côté ou qui n'a pas d'autonomie, comme par exemple un enfant. Fait que c'est difficile pour nous de faire comprendre aux proches que s'ils ne mettent pas d'essence dans leur voiture, ils ne pourront pas fonctionner. Ils ne pourront pas aider l'autre. Souvent, il y a de l'abnégation, puis il y a de l'épuisement qui vient avec ça. Il y a des situations, par contre, qui sont très difficiles de gérer à domicile. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, j'ai une famille en ce moment, crainte, peur du sang, maladive, peur du sang. Puis là, j'ai une plaie qui saigne. Donc, juste quand on vient changer le pansement, je veux dire, là, le proche s'en va dans l'autre pièce, puis est incapable. Donc, elle, tu sais, s'il y a une recrudescence de saignement là, qui va souvent, malheureusement, avec une dégradation de la maladie, là, souvent ça va ensemble, ben, cette personne-là ne pourra pas gérer ce saignement-là à domicile. Donc, il y a des gens qui sont à risque de saignement. Il y a des gens qui sont les petites bombes qu'on appelle, qui sont toujours à risque de saignement. Donc, si on perd du sang, la famille, ça peut être un peu compliqué. Tu sais, oui, il y a des numéros d'urgence, mais ce n'est pas des ambulances. On ne transfère pas à l'hôpital si on fait une fin de vie à la maison. Le fait que quelqu'un va vraiment s'épuiser, le fait qu'un prof peut vraiment s'épuiser au point où est-ce que, bon, là, il n'y a pas d'acceptation des services, tout ça, donc il y a un épuisement. Il peut y avoir des situations de physique aussi de la personne au-delà du risque hémorragique, des gens, par exemple, qui sont plus capables de comprendre les consignes. Donc, il y a des cancers, notamment, par exemple, tout ce qui est atteinte au cerveau. Des fois, il y a comme un manque d'autocritique. Donc, il y a une difficulté, une diminution de l'acuité des sens, combinée à quelqu'un qui n'est pas tout à fait capable de comprendre qu'il ne peut pas se lever tout seul à 2 heures du matin puis risquer de tomber. Donc là, le proche est tout le temps en train de vérifier puis de suivre. Donc, c'est très difficile. Des gens, par exemple, qui ont des convulsions qui ne sont pas contrôlées, par exemple, c'est des situations à domicile qui sont très difficiles à gérer. Puis, je pense que c'est tout pour ma diapositive. Je pense qu'on est rendu au témoignage. Oui, c'est ça. Je vais vous montrer, dans le fond, on va switcher de partage d'écran. Je sais que ce n'est pas l'idéal. C'est moi qui ai les vidéos. Je vais vous montrer, dans le fond, le témoignage. On va commencer, en fait, par Nadège, qui est une jeune femme qui a eu une proche qui est décédée là, en maison de soins palliatifs. Donc, je veux juste que tu me confirmes, Emmanuel, que si je fais ça,
Tu vois mon écran, hein? C'est bien, ça marche bien? Parfait. Fait que là, si je clique là-dessus, vous allez pouvoir l'entendre. Bonjour, mon nom est Nadège et j'ai perdu ma mère il y a environ 1 an et demi d'un cancer. Et après plusieurs semaines à l'hôpital, ma mère a été transférée dans une maison de soins palliatifs où elle est décédée environ 2 mois après. Et c'est sûr que après plusieurs semaines à l'hôpital, la maison de soins palliatifs, ça a vraiment fait un gros changement. Et c'est beaucoup plus humain comme ambiance et l'équipe est chaleureuse. Et côté nourriture aussi, pour elle, c'est vraiment plus satisfaisant. Et il y avait beaucoup de choix à diversifier. À chaque jour, on lui demandait son opinion. Et puis même quand elle avait plus de difficultés à la donner vers la fin, ben, elle nous demandait à nous qu'est-ce qu'elle préférait manger. Vraiment, elles sont très à l'écoute. Et puis les médecins qui sont présents sur place aussi, ils sont disponibles pour nous. Ils nous ont accompagnés. Ils nous ont rassurés aussi, puis ils nous ont expliqué comment les choses se dérouleraient vers la fin. Donc vraiment, dans l'ensemble, l'expérience a été positive autant que faire se peut. Donc ça, c'est l'expérience de Nadège. Faut savoir que Nadège aussi, il y avait des circonstances qui faisaient en sorte qu'il n'y avait pas de proches à la maison qui était possible là, à ce moment-là. Là. Fait que pour elle, la décision qui était la meilleure, en fait, c'était d'aller vers une maison de soins palliatifs. Le prochain témoignage qu'on veut vous montrer, c'est Julie. Julie, elle a eu son conjoint qui est décédé en unité de soins palliatifs. Là, vous vous rappelez, je vous ai montré là, la différence entre les deux. Puis on trouvait important d'avoir un témoignage des deux. C'est des témoignages où ça a été apprécié à chaque fois. Donc, comme quoi, on peut trouver du bonheur dépendamment de où est-ce que les gens décèdent. Donc là, je m'excuse, ça va jouer un petit peu avec le yo-yo. Je vais vous partager ça. Ça marche encore, hein, Emmanuel? Parfait. Je vous montre le témoignage de Julie. Bonjour, mon nom est Julie Deblois. Moi, j'ai été proche aidante pour mon conjoint Martin, alors qu'on avait tous les deux 30 ans. D'abord proche aidante à la maison, mais ensuite, Martin a été transféré à l'unité des soins palliatifs d'un hôpital où il était traité. Le transfert de Martin en soins palliatifs a changé beaucoup de choses. On nous avait bien fait comprendre qu'une fois dans l'unité des soins palliatifs, c'était les préposés, les bénévoles qui vraiment prenaient soin de Martin au niveau confort, au niveau plus, on va dire, médical, alors que à ce moment-là, toute la famille avait beaucoup plus du temps de qualité avec Martin. Donc, c'est plus un moment pour se concentrer sur les contacts avec Martin, les conversations, de moins penser au côté technique et médical, mais vraiment juste à la relation avec la personne dans mon cas, qui était Martin, mon conjoint. Donc, ça a été une expérience très sereine, très calme, très apaisante. Je suis bien contente que Martin ait pu finir ses jours dans un lieu aussi serein. Voilà, merci Julie. Le dernier témoignage qu'on veut vous montrer, là, c'est on a eu la possibilité, vraiment le privilège d'avoir le témoignage de quelqu'un qui a accompagné une personne à la maison. Et puis, c'est pour vous montrer que ça peut être bien aussi, puis que ça peut bien se passer dans différents endroits. Fait que je vais partir, là, je vous ai laissé mon bureau, mais je vais partir le témoignage de Claude, il s'appelle. Votre conjointe à la maison. Parce que pour le moment, on était tellement ensemble, tellement unis qu'elle voulait revenir à la maison. Et puis moi, je n'ai pas contredit son idée. Je voulais l'avoir à la maison. Puis on a vécu une semaine et demie en réalité qu'on était ici. C'était une semaine, pour moi, un peu de brouhaha intérieur de mon cœur. Et puis, quand elle est partie dans les 2 derniers jours, là, qu'elle a souffert, puis la respiration, surtout, pas souffert de son cancer, parce qu'elle avait assez de narcotiques, qu'elle ne sentait plus rien, je pense, de son cancer. Mais la souffrance qu'elle avait de respiration, j'ai été soulagé quand elle est partie. Pour moi, c'était un bonheur pour elle, c'est ça que je voulais, puis moi aussi. Parce que j'aurais été pris dans un hôpital, une clinique, j'aurais pu rester complètement avec elle et lui, mais ça n'aurait pas été la même chose. Dans nos petits nids d'amour qu'on a vécu 37 ans. Mm-hmm. Là, il a dit, hein, j'aurais été dans un hôpital que ça n'aurait pas été la même chose pour lui. Fait que ça, c'était Claude.
le dernier des 3 témoignages qu'on voulait vous partager. Laure, est-ce que tu arrives à... Oui, c'est parfait. Merci, merci beaucoup. Donc, excusez-moi. Je voulais avant qu'on passe à la période des questions, je voulais vous faire un rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore les services de la Fondation québécoise du cancer. Alors, on existe depuis plus de 40 ans et vraiment, la Fondation est dédiée à soutenir au quotidien des milliers de Québécois et Québécoises atteints d'un cancer et leurs proches. Alors, on offre des services d'information avec des infirmières expérimentées en oncologie qui répondent au téléphone à toutes les questions que vous pouvez avoir afférentes au cancer. Alors, n'hésitez pas à les appeler. On a aussi un service de documentation avec des documentalistes qui peuvent vous donner plus d'informations sur des ouvrages à consulter concernant le cancer ou tout autre sujet afférent au cancer. On a évidemment on a du soutien psychologique avec le jumelage téléphonique. On a aussi de l'art-thérapie qui peut faire du bien aux patients, mais aussi aux proches aidants, des programmes de bien-être physique avec de la kinésiologie, avec de la massothérapie. Nous avons des centres d'hébergement. Nous en avons 6 partout au Québec. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui a atteint d'un cancer et les proches, vous avez besoin d'un hébergement que ce soit aussi bien lors du diagnostic, du traitement ou même pour les suivis, vous pouvez venir séjourner dans un de nos centres d'hébergement. Une nuit, c'est 30 $ avec 2 repas inclus. Alors, c'est avantageux pour vous de venir séjourner chez nous. On va bien s'occuper de vous et nous avons dans nos centres régionaux toutes les thérapies complémentaires dont je vous ai parlé précédemment. Nous offrons aussi de l'aide financière et Marie-Amandine Sautier, qui est travailleuse sociale que vous voyez à l'écran, peut parler à votre travailleur social pour voir si on peut vous aider pour de l'aide financière. On a aussi du soutien juridique en partenariat avec Juripop. Nous offrons de l'aide juridique aussi bien sur le droit civil ou les legs testamentaires, par exemple. Nous avons aussi le programme pour le soutien des 15-39 ans. Alors, c'est une particularité, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, on n'est pas dans la même trajectoire de vie lorsqu'on apprend qu'on a un cancer à 20 ans versus 80 ans. Alors, c'est vraiment des dossiers plus thématiques pour cette tranche d'âge-là. Et puis, vous avez le répertoire des ressources en ligne. Vous pouvez aller sur notre site Internet et nous avons répertorié 2200 ressources et vous pouvez chercher, on a 9 catégories qu'on a mis sur notre site et vous pouvez chercher selon la région dans laquelle vous habitez afin de mieux répondre à vos besoins. Alors, si vous avez évidemment besoin de contacter Nova soit à domicile, vous avez les informations à l'écran ou sinon la Fondation québécoise du cancer avec la ligne Info Cancer. Et puis, nous allons tout de suite passer, si vous le voulez bien, à la période des questions-réponses. Et puis, j'en profite pour remercier chaleureusement Madame Lemenu et Madame Sautier pour toute votre présentation. C'était très intéressant. Ça fait plaisir. Alors, j'ai une remarque de Madame Dominique Goyer qui dit « Merci pour cette présentation et ces beaux témoignages. Le constat est tellement qu'il faut écouter nos patients et les soutenir dans leurs projets de fin de vie. » Absolument. Effectivement. Puis, j'avais une question. Jusqu'à quelle fréquence le personnel des soins palliatifs à domicile peut venir à domicile pour les soins et l'aide aux proches?
Je vais répondre, c'est bon. Fait que dans le fond, l'idée un peu, généralement, bon, d'abord, bon, vous savez, dans le système de santé actuel, soit on est comme intra-hospitalier, hein, donc CHSLD, centre de réadaptation, mais ce n'est pas le cas aussi, ou hôpital, ou on est dans la communauté. Puis dans la communauté, bon, on est à domicile ou on est en maison de soins palliatifs. Tu sais, c'est un peu ça, un peu les milieux. Ça dépend de où est-ce qu'on est, puis on est la responsabilité de qui. Donc, quand on est au domicile, à la maison chez soi, c'est le CLSC qui est responsable à ce moment-là d'offrir les soins. Donc, c'est le centre local, hein, c'est vraiment ça. Donc, le CLSC, techniquement, il y a des infirmières, des infirmiers qui font partie de l'équipe de soutien à domicile. Ces équipes-là, c'est souvent composé, bon, il y a des infirmières, il y a des médecins, évidemment, parce que pas de médecins, pas de soins palliatifs à domicile possible, parce que ça prend notamment des prescriptions, surtout quand c'est une fin de vie, notamment. Tu sais, on peut avoir des soins palliatifs à domicile, mais les soins de fin de vie, là, ça prend vraiment un médecin à domicile. Donc, ces personnes-là, avec, mettons, ergothérapeute, des fois travailleurs sociaux, mais en tout cas, tout le moins ergothérapeute pour aller visualiser l'état de l'endroit, du logement, de la maison, puis comment adapter aux différents besoins de la personne. Généralement, il va y avoir une visite chaque semaine. Puis si la personne est très stable, on va espacer les visites pour pouvoir mieux constater là, les changements. S'il y a une certaine instabilité, on est en ajustement, par exemple, de médication pour notamment gérer la question de la douleur, par exemple, ou qu'on a changé une molécule ou qu'on a rajouté quelque chose par rapport à n'importe quel symptôme. Puis on peut faire des suivis un peu plus rapprochés. Puis généralement, quand la personne commence à se décliner de façon un peu marquée, c'est sûr qu'on est là chaque semaine. Puis on va augmenter ces visites-là à mesure que les changements vont avoir lieu puis que les besoins vont augmenter, jusqu'à la toute fin, quand il y a une fin de vie à domicile, à ce moment-là, d'être là potentiellement tous les jours. En tout cas, minimalement, potentiellement tous les jours. Le temps qu'on ajuste les médicaments, qu'on s'assure que les voies d'administration sont bonnes, qu'on puisse bien expliquer ce qui arrive en termes de signes de fin de vie, d'expliquer les procédures après. Parce que là, il faut comprendre que c'est un moment, moi je compare ça un peu de quand on ramène un bébé à la maison. C'est très, très, très dense, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est énorme, puis on a l'impression un peu qu'on sort d'une bulle. Donc, on doit répéter l'enseignement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de changements, puis des fois, ben, parlez-en à mon frère, puis là, mon père va venir ce soir, puis là, on essaie d'avoir les gens pour essayer de leur expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, minimalement en fin de vie chaque jour, dépendamment des territoires, mais souvent les CLSC vont être là chaque jour. Donc, c'est ça. Donc, ça ressemble à peu près à ça, la présence du personnel infirmier. Les médecins comme tels, comme je vous disais, ben, souvent, on ne les voit pas. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Souvent, ils vont se présenter au départ, puis après ça, on ne les voit plus. C'est pas qu'on ne veut pas qu'ils soient là, c'est juste qu'on veut potentialiser leur journée. Donc, par exemple, nous, dans une journée, si on fait 4-5 visites, c'est une grosse journée. Avec les médecins, 4-5 visites de prise en charge, puis des grosses discussions, puis d'élaboration de niveau de soins, c'est beaucoup. Donc, on va, nous, être leurs yeux, leurs oreilles sur le terrain, puis faire les ajustements avec eux à distance. Fait que, comme tel, on n'a pas besoin d'avoir un médecin pour faire une fin de vie, en tout cas, certainement pas pour parler du prognostic. On est vraiment les mieux positionnés, infirmiers, infirmières, pour évaluer là, quand est-ce que la fin de vie va arriver. Ça, c'est pas moi qui le dis comme infirmière, c'est des médecins. C'est ça. Excellent, merci. J'ai une autre question. Est-ce qu'il arrive que les proches et le patient ne désirent pas le même lieu? Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Est-ce que tu veux que j'y aille, Marie-Amandine? Vas-y, vas-y. Donc, moi, ce qu'on voit souvent, c'est un patient qui veut rester à la maison, puis une famille qui sent qu'il ne sera pas capable, mais qui ne veulent pas déplaire ou qui ne veulent pas renier à la personne le fait d'être à la maison, qui ne veulent pas leur enlever ça. Donc, ça, je vois ça souvent. Ou est-ce que là, c'est comme nous comme équipe, de dire, écoutez, puis de vendre notre milieu de soins à l'extérieur de la maison
Donc, moi, je vais souvent me servir, par exemple, du bain thérapeutique, parce que, on disait tantôt que dans, par exemple, des maisons de soins palliatifs, il y a un bain thérapeutique, mais c'est pas juste, c'est qu'il y a des gens qui aiment ça prendre des bains. Puis là, ça fait des semaines, des mois qu'ils n'ont pas pu en prendre à la maison. Donc, les bains thérapeutiques en maison de soins palliatifs, il faut juste le dire, des fois, c'est une chaise, mais des fois, c'est carrément des civières. Donc, la personne peut être couchée dans le bain. Fait que moi, je vais utiliser ça pour le vendre. Puis, l'idée de dire, vous savez, votre fille a besoin de redevenir votre fille seulement. On a besoin de lui donner cet espace-là. Donc, ça, c'est quand c'est le patient qui veut rester à la maison, puis que la famille, mettons, en peut plus, puis qu'il faut essayer de démystifier ça. L'inverse, mettons, quand c'est le patient qui veut s'en aller, puis la famille qui veut le garder. Moi, j'ai pour mon dire qu'un patient qui préfère pas mourir à la maison, c'est mieux de ne pas insister. J'ai appris avec le temps qu'il y avait des choses qu'on ne contrôlait pas, puis que des fois, il y a des choses qui sont en dehors du raisonné puis du raisonnable. C'est comme là, je vous parle, c'est très raisonné, puis tout ça. Mais la semaine passée, par exemple, j'ai eu une aide médicale à mourir de quelqu'un que j'ai devancé moi-même de 5 jours plus tôt. Mais ce patient-là, dans le fond, j'ai appris que ça faisait depuis 6 mois qu'il parlait de cette date-là. Alors que, mettons, la semaine d'avant, on avait convenu qu'il ne se rendait pas à sa fête le 11 juillet. Mais finalement, la date du 15 juin, il en parlait. Donc, on pense qu'on contrôle des choses, mais finalement, on ne contrôle pas grand-chose. Fait que si un patient dit qu'il ne veut pas mourir à la maison, puis que c'est pas parce qu'il a peur d'être un fardeau, puis une fois qu'on démystifie ça, c'est vraiment une crainte de se dire je serais plus à l'aise. Ça veut peut-être dire qu'il va avoir besoin de la présence de quelqu'un 24/7. Ça veut peut-être dire qu'il sent que la personne n'est pas assez solide pour faire ses soins de fin de vie-là. Puis c'est correct. Des fois, on n'est pas obligé de dire à son proche, je pense que tu vas craquer. Mais si la personne ne se sent pas en confiance, là, c'est parce que c'est mieux de ne pas insister. Donc, des fois, moi, je suis plus à l'écoute du patient. Le patient, il nous dit, hein, où est-ce qu'il est rendu, puis où est-ce qu'il va. Donc, une fois que j'ai dit, c'est pas parce qu'il a peur d'être un fardeau, je vais essayer de trouver un meilleur milieu pour cette personne-là. Oui, puis derrière ça, je me permets de compléter, Emmanuel, Oui. il y a toute une question au niveau de l'aptitude de la personne. Si la personne est évaluée apte là, par l'équipe qu'elle a toute sa tête, c'est la décision d'aller, puis là je vais dans la décision d'aller ailleurs qu'à la maison, parce qu'après ça, il y a la faisabilité de la chose, mais aller ailleurs qu'à la maison est toujours plus possible. Si c'est ça son désir, ben, il y a aussi un trajet, un parcours à faire avec la famille pour l'amener à respecter ses choix. Point de vue légalité même, là, de dire ben, sa décision pourrait rester la sienne jusqu'à la fin, là. Essayer de respecter au maximum. Des fois aussi, ce qu'on voit, c'est que la personne n'est pas consciente de l'état de déclin dans lequel elle est. C'est là que ça devient très lourd pour les familles. C'est que là, ça va être typique. Là. La personne ne va pas se rendre compte de l'état des manques qu'elle a. Puis, et ne voudra pas de services autres que ceux fournis par la famille. Donc là, on voit comment est-ce que un épuisement est si vite arrivé. Mais souvent, les proches vont vraiment tout faire. Mais après, nous, on les suit, par exemple, nous, à Nova, on va les rappeler 6 semaines après le deuil, toujours après le décès, pour faire un suivi. Puis souvent, ils sont vidés, ils sont contents. Ils sont souvent très contents de faire. Mais ce don-là d'abnégation, le don de soi, oui, ça va leur permettre d'avoir vu la fin de vie, tout ça. Oui, ça va leur permettre d'avoir assisté au changement, d'avoir mieux accepté, de s'être montré présent quand c'est le temps. Mais des fois, le coût sur leur santé est très, très élevé. Merci beaucoup. J'avais une autre question. Oui. Comment expliquer à mon proche que je ne me sens pas assez forte pour l'accompagner à domicile pour mourir? Est-ce que tu veux que j'y aille, Marie-Amandine? Oui. Donc, dans le fond, tu sais, c'est ça, souvent on voit ça. On voit que le patient veut rester à la maison coûte que coûte. C'est à eux que je vais enlever l'angle de l'épuisement du proche. Je vais enlever cette culpabilité-là que cette personne-là va avoir en disant non. Puis je vais essayer de vendre d'autres choses. De revenir au rôle, par exemple, de conjointe, de vendre l'idée que, par exemple, elle va pouvoir venir dormir avec vous, l'équipement va être adapté. C'est très difficile, mais
Puis des fois, je vais utiliser le docteur à ce moment-là. Ça va être le médecin qui va mettre un peu là, avec son aura de sarreau, là, de dire non, ce ne sera pas possible à la maison. Dans ce cas-ci, on le décommande pour enlever la culpabilité de la proche aidante qui ne peut pas, qui ne s'en sent pas capable. Oui. Donc, Ouais, ça, c'est c'est vrai que très important pour enlever, pour pas que la personne se sente coupable, parce que c'est pas parce que tu ne le fais pas à la maison que tu n'accompagnes pas quelqu'un. Ça requiert un accompagnement d'être en maison de soins ou être en unité. La personne est là quand même. C'est juste qu'elle ne s'occupe pas de tout. des fois, on le fait, là, l'équipe, on porte le rôle des méchants Ben oui, ben oui. parce qu'il y a de la colère de toute façon, il y Oui. a de la culpabilité de toute façon, on va la prendre, là. Ça fait partie de notre rôle de porter ça, là. Et merci. Puis, j'ai une dernière question. Est-ce qu'un protocole de détresse peut être mis à la maison, par exemple dans le contexte d'une sédation palliative? Ben, le protocole de détresse devrait être là, dans le fond, qu'il y ait une sédation palliative ou non, puis que même si la personne décide de ne pas décéder à la maison, on devrait avoir un protocole de détresse. Pour vous dire, en fait, on est vraiment en retard. En Ontario, n'importe qui a un profil de soins palliatifs, d'emblée, à domicile, se voit envoyer un protocole de détresse. Donc, pas obligé d'avoir une prise en charge médicale pour avoir ça. Le but étant que s'il se passe quelque chose, on ne se retrouve pas à l'hôpital en détresse respiratoire ou en détresse de douleur atroce, par exemple, détresse hémorragique ou peu importe. Donc, oui, puis c'est sûr que quand il y a une sédation palliative, on voit qu'il y a un médecin, puis c'est sûr qu'il y a un protocole à ce moment-là. Mais techniquement, moi, c'est parmi les premières choses que je demande là, au domicile, d'avoir un protocole de détresse. Là, on a Marie-Ève. Avez-vous vu le commentaire de Marie-Ève Contin qui demande s'il y a des formations dans le contexte d'hébergement? Je ne sais pas Oui, si. j'ai Ouais. vu ça. On va garder verra ses ça coordonnées. à Parfait. l'interne, oui, Merci. exactement. C'est bon. OK. Merci beaucoup. Est-ce que Marie-Amandine, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je suis très, très heureuse d'avoir pu faire ça. Je pense que Moi c'est aussi. un sujet qui est peu discuté. Puis je trouvais très original qu'on puisse avoir justement deux milieux différents, là. Moi, j'arrive du milieu plus hospitalier avant d'être à la Fondation québécoise du cancer. Ouais. Et j'étais l'intervenante qui faisait les demandes vers Nova des fois, vers le CLSC, vers les maisons de soins palliatifs. Donc, je trouvais ça très pertinent d'avoir le point de vue des deux, vraiment. Oui. Excellent. Ben, si on n'a plus d'autres questions, on va pouvoir clore ce webinaire. Encore une fois, merci énormément, mesdames, pour cette présentation. Je pense qu'elle a été très appréciée de tous et de toutes. Alors, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée tout le monde. Merci.